Alors, on a vu donc les enquêtes analytiques. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le détail de comment sont construites ces enquêtes analytiques. Il y a en gros deux types d'enquêtes analytiques qui sont réalisées, des enquêtes dites cas témoins et des enquêtes exposées non exposées. On va commencer par voir les premières, enquêtes exposées non exposées. Donc là, on est bien d'accord, ce sont des enquêtes qui essayent de comprendre les raisons d'une évolution épidémiologique particulière dans une population. Comme le nom l'indique, ces enquêtes vont se réaliser en comparant des populations exposées à un facteur qu'on peut considérer comme protecteur ou au contraire dégradant la santé par rapport à une population qui ne serait pas exposée à ce même facteur. Donc l'objectif de ces études étant clairement posé, on va donc chercher deux populations qu'on va considérer identiques. Alors identiques par rapport à des facteurs qui pourraient interférer dans les études. Il faut que ces populations, par exemple, aient un niveau socio-économique à peu près similaire, parce qu'on sait que le niveau socio-économique est un facteur aussi important vis-à-vis de très nombreuses maladies. On peut parler aussi de l'exposition au tabac, du type d'alimentation, de l'âge, du sexe, etc. L'ensemble de ces paramètres étant à peu près similaires, le plus commun possible entre ces deux populations. Et ces deux populations, une est exposée à un agent qu'on voudrait comprendre dans son impact sanitaire, et l'autre est bien sûr non exposée. L'objectif donc de ces enquêtes étant de comprendre s'il y a une augmentation du nombre de cas de personnes malades, par exemple, liées à une exposition, on attend, et on va donc comparer a priori le nombre de personnes touchées par des maladies qui vont apparaître dans la population exposée versus dans la population non exposée. Et après plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies parfois, on va donc comparer les populations. Alors on peut bien sûr le faire par étapes, on peut le faire à 5 ans, à 10 ans, etc. Et on comptabilise le nombre de malades dans la population non exposée et dans la population exposée. Et on essaye de conclure. Alors ici, bien évidemment, si l'effectif est le même, parce que à droite comme à gauche, ici, dans la population exposée comme non exposée, on n'est pas obligé de prendre la même taille d'effectif. On peut très bien prendre d'un côté, je ne sais pas, 10 000 personnes et de l'autre 1000 ou 2000 personnes. Bien sûr, il faudra ensuite intégrer ça dans les résultats. Il sera normal de trouver plus de cas dans la population plus importante. Du coup, on va bien sûr faire des ratios pour pouvoir comparer ces populations. Alors imaginez-vous que ici les deux effectifs soient identiques. Si on trouve 6 malades dans la population exposée par rapport à 2 malades dans la population non exposée, on va pouvoir en déduire quoi? En déduire tout simplement que l'exposition à l'agent augmente très sensiblement le risque de développer la maladie. Ces enquêtes, elles sont alors prospectives ou rétrospectives. Sachant qu'ici les malades n'existent pas au début de l'enquête, mais vont apparaître dans le temps. On est, quand on débute l'enquête, à un moment où on va être dans une prospection. Du coup, on est face à ce qu'on appelle des enquêtes prospectives. On va calculer à partir de ces études ce qu'on appelle le risque relatif. Le risque relatif, c'est en gros un calcul qui va se faire de façon assez simple en faisant une division, un quotient, le nombre de malades dans la population exposée en numérateur, donc ici 2, divisé par le nombre de malades dans la population non exposée. Si bien sûr, encore une fois, les effectifs sont de taille similaire dans les deux cas. Sinon, on ramène ça effectivement à une proportion. Dans ce cadre, par exemple ici, le risque relatif, donc ça fait 6 malades dans la population exposée divisé par 2 dans la population non exposée, ça nous fait 6 divisé par 2, ça nous fait 3. On peut dire que le risque relatif est de 3. Ça revient à dire que si vous êtes exposé à cet agent, votre risque de développer la maladie est multiplié par un facteur 3 par rapport à une personne qui ne serait pas malade. Parce qu'on voit aussi des personnes qui ne sont pas a priori exposées, qui sont classées dans les catégories non exposées, devenir malades. Il y a 2 malades ici qui ne sont pas censés être exposés à l'agent qu'on soupçonne être en lien. Donc ça veut dire qu'il y a aussi d'autres causes d'apparition de cette maladie. C'est du moins ce qu'on peut présumer. Là, on peut comprendre donc que quand dans des enquêtes de ce genre, le risque relatif est supérieur à 1, ça veut dire que le numérateur, la partie supérieure du quotient, est supérieur à la partie inférieure du quotient, ici la population non exposée. Si le risque relatif est supérieur à 1, ça veut dire que l'exposition à l'agent augmente la probabilité de survenue.
Si le risque relatif est inférieur à 1, ça voudra dire que le nombre de malades dans la population exposée est plus petit que le nombre de malades dans la population non exposée. Ce qui revient à penser que l'exposition au facteur, à l'agent, diminue la probabilité de survenue. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est par exemple quand on parle de l'exposition à une alimentation plus riche en fruits et légumes, par exemple. Eh bien, l'alimentation, si vous êtes exposé à un régime plus riche en fruits et en légumes, votre risque relatif, par exemple, de développer des cancers digestifs sera diminué. Donc vous aurez un risque relatif inférieur à 1 si vous êtes exposé à l'agent. Ici, la consommation de fruits et légumes. Quand on dit exposé à un agent, ce n'est pas forcément de façon négative. Ça peut être aussi, on peut parler de l'activité physique. Voilà. Donc toutes les questions aussi de présentation. Donc un risque relatif inférieur à 1 voudra dire que la personne exposée à l'agent a moins de risque de développer la pathologie qu'une personne qui ne serait pas exposée. Et quand le risque relatif est égal à 1, toujours pareil, à effectif similaire dans ces deux populations, encore une fois, ça veut dire qu'il y a autant de malades dans la population exposée que non exposée, on peut considérer que l'exposition au facteur est sans effet. Alors, soit il n'y a réellement pas d'effet, soit on n'a pas vu suffisamment précisément les choses, parce que vous allez voir que dans ces études épidémiologiques, il y a toujours des intervalles de confiance, il y a toujours des incertitudes, et qu'elles n'ont peut-être pas été clairement et suffisamment efficacement prises en compte. Ça, c'est les enquêtes, ce sont les enquêtes analytiques dites exposées, non exposées. Maintenant, il y a un autre type d'enquête qui est réalisée, c'est les enquêtes dites cas témoins. Parce qu'imaginez-vous la situation précédente, enquête exposée, non exposée, par exemple, on veut établir une étude sur les téléphones portables et les risques d'incidence des cancers cérébraux, par exemple, sur l'usage du téléphone portable. Il faudrait prendre des populations exposées au téléphone portable, ça ne pose pas de souci, mais trouver des populations non exposées au téléphone portable, ça va rapidement être très compliqué. Alors on peut encore trouver des populations non exposées à l'usage du téléphone portable, mais elle pourra être néanmoins exposée au Wi-Fi, à des ondes qui sont tout à fait proches, en fait, par exemple. Donc, ce sera difficile de déterminer si la personne, on peut la classer dans les exposés ou dans les non exposés. Et surtout, il sera difficile de trouver tout simplement des personnes aujourd'hui qui n'utilisent pas de téléphone portable. Alors, bien sûr, on peut ensuite définir un niveau d'utilisation du téléphone portable entre des gros utilisateurs, des utilisateurs modérés, voire exceptionnels. Mais on comprend qu'en épidémiologie, dans les études exposées, non exposées, ce soit parfois compliqué. Imaginez-vous maintenant que le facteur de risque mette 10 ans ou 15 ans à faire apparaître des problèmes de santé. On comprend aussi qu'en regard, par exemple, du téléphone portable et de la rapidité avec laquelle évoluent les techniques, les technologies, il est difficile de pouvoir dire que le téléphone portable est dangereux vis-à-vis de la santé si les enquêtes épidémiologiques qui ont été faites datent d'exposition au téléphone portable utilisant d'autres gammes de fréquences, dans d'autres types d'usage des ondes en quelque sorte. Donc là, dans ces cas-là, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle les enquêtes cas témoins. Des enquêtes cas témoins, quand on parlait par exemple ici d'usage du téléphone portable, c'est la plupart des enquêtes de ce type sont réalisées là-dessus. On va prendre des populations cas et des populations témoins. Les populations cas, c'est les personnes qui sont malades. Des personnes qui sont malades d'une pathologie qu'on soupçonne associée, bien sûr, aux facteurs de risque. Par exemple ici, si on parle du téléphone portable, on pourra parler des personnes touchées par des cancers cérébraux. Et on va prendre une population donc une population de cas témoins, de personnes, pas de cas témoins, de témoins qui ne sont pas touchés par cette maladie. Et une fois qu'on a défini donc les deux populations, les personnes touchées par la maladie, celles qui ne le sont pas, on va maintenant rechercher les expositions dans ces deux populations, on va questionner les individus pour savoir si oui ou non ils ont été exposés, ici par exemple au téléphone portable. Et on va donc rechercher les niveaux d'exposition qui peuvent être plus ou moins élevés dans ces populations. Là encore, quand il s'agira de conclure, on va faire quoi? Eh bien, on va essayer de regarder si les personnes qui sont les cas ont fréquemment été exposés à ces facteurs, plus que les personnes qui ne sont pas malades. On va calculer à partir de là ce qu'on appelle un odds ratio, qui est l'équivalent en fait, en quelque sorte, du risque relatif, grosso modo, on veut dire. Cet odds ratio, ce rapport des cotes, va être calculé donc
et donner un résultat tout à fait similaire à celui du risque relatif dans les enquêtes exposées non exposées. L'enquête ici, elle n'est plus prospective, elle est rétrospective. C'est-à-dire qu'elle fait appel à des expositions qui sont antérieures, qui sont des expositions donc avant le début de l'enquête. Et d'ailleurs, on comprend très bien que ça va poser une difficulté, c'est que là, on va faire appel à la mémoire. Si vous devez me donner le détail des expositions auxquelles vous avez été soumis par rapport au téléphone portable depuis maintenant 15 ans ou 20 ans, pour certaines expositions et pour une certaine période, ça risque d'être très compliqué de définir le nombre de minutes moyen que vous avez passé au téléphone portable, vous pouvez imaginer. Donc là, forcément, on se base sur des données qui sont plus difficilement, sur lesquelles on est moins sûr parce que on sait qu'on fait appel à quelque chose d'un peu particulier de la mémoire humaine. Voici une étude, par exemple, cas témoin, justement, sur une étude française. Vous voyez, sur une étude qui a été réalisée sur un échantillon de 253 personnes, pour certains types de cancers cérébraux, des gliomes, des méningiomes, par exemple. Et on a comparé donc les populations cas et les populations témoins. Et ici, par exemple, on arrive à un risque de tumeur cérébrale doublé pour les utilisateurs intensifs de portables. On a un odds ratio, un OR, à 2,83. C'est-à-dire que les personnes qui, en conclusion, ont utilisé le téléphone portable ont 2,83 fois plus de risque de développer un cancer de cette localisation que des personnes qui ne les ont pas utilisés. Alors, on va voir ce que veut dire IC 130 à 6,17. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. On va en reparler ensuite. Ces calculs d'odds ratio et de risque relatif sont intéressants à considérer sur un plan plus global. Imaginez-vous la situation. Vous êtes face à un toxique A qui a un risque relatif de 10. Ça revient à dire que si vous êtes exposé à cet agent, vous avez 10 fois plus de risque de développer une maladie, alors on va dire ici de mourir de cette maladie, qu'une personne non exposée. On est sur un facteur de risque très élevé. Le tabac, par exemple, vis-à-vis des risques de cancer respiratoire, est couramment dans des chiffres qui vont de 4 à 7, 8, 10 parfois. On est sur des expositions qui peuvent varier et des risques qui sont directement associés aussi au niveau d'exposition, à la durée surtout de l'exposition. Ce produit donc est particulièrement dangereux. Si maintenant vous n'exposez que 0,1% de la population française, un petit effectif de la population, ça vous fera 100 décès par an. Ce qui peut paraître beaucoup, qui en fait est peu quand on regarde l'ensemble de la mortalité en France. Le nombre de décès en France chaque année, je disais, la mortalité française est évaluée aux environs de 600 000 cas. Donc sur 600 000 décès, on parle ici de 100 décès. C'est effectivement faible, c'est bien sûr chaque fois derrière des destinées et bien sûr des histoires humaines. En santé publique, il faut se distancier de cette réalité qu'on peut bien comprendre comme étant très très lourde, bien sûr. Mais 100 décès par an sur 600 000, c'est un impact très faible. 0,1% de la population exposée. Maintenant, imaginons un cas un peu différent, un toxique beaucoup moins dangereux. Vous voyez que le risque relatif est de 1,2. Ça veut dire que l'exposition à ce facteur de risque augmente de 1,2 fois par rapport à une population non exposée le risque de mourir de cette maladie. Ça veut dire 20% d'augmentation de risque supplémentaire, ce qui est très faible. Mais si vous exposez maintenant 10% de la population, donc 100 fois plus que dans le cas précédent, les effets de santé publique vont être dramatiques. On est à 11 000 décès par an. Et là, sur 600 000 décès, ça n'a plus rien d'anecdotique. On est dans des facteurs de risque similaires, qui vont produire une mortalité similaire à celle, par exemple, des suicides, de l'Alzheimer, ce genre de choses. C'est des chiffres tout à fait considérables. Et pourtant, on a vu, le fait d'être exposé vous conduit à un niveau de risque qui est bien plus faible que dans le cas du toxique A avec un risque relatif de 10. Donc ce n'est pas forcément la dangerosité du produit, ce n'est pas forcément le niveau de danger auquel vous amène ce produit qui est important, il faut regarder aussi le nombre de personnes dans une population qui y sont exposées. Parce qu'on peut prendre le troisième cas de figure le plus caricatural avec un toxique C d'un risque relatif de 1,05. Pour rappel, si le risque relatif est égal à 1, ça veut dire que vous n'avez pas plus de risque de développer la maladie ou ici de mourir de cette maladie que si vous n'avez pas été exposé. Donc un risque relatif de 1,05, ça veut dire 5% d'augmentation de risque supplémentaire, c'est extrêmement faible. Mais si maintenant vous exposez 100% de la population, vous pouvez avoir une véritable catastrophe de santé publique. Ce qu'il faut comprendre
à travers ce genre de choses, c'est que c'est l'exposition d'une population importante à un risque faible qui va conduire à un risque collectif grave. Les produits, les toxiques de type A, celui qui sont en haut de ce document, qui sont extrêmement dangereux, ça fait longtemps qu'on les a retirés du commerce, qu'on ne les utilise plus ou quasiment plus. Ils n'exposaient généralement qu'une partie très limitée de la population, des utilisateurs principalement dans le monde industriel. Ça créait chez eux un risque très élevé, mais qui était supportable collectivement dans la mesure où ça finissait au final par ne faire qu'une proportion limitée de décès. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des toxiques de type C, avec des niveaux de risque relatifs très faibles, mais qui, en touchant une partie de plus en plus large de la population, peuvent conduire à des catastrophes de santé publique. On peut aussi différencier, c'est intéressant de ce point de vue-là, le risque et le danger. Cette notion, qui nous paraît toujours assez similaire, n'est pas tout à fait identique. Le danger, c'est la caractéristique d'une substance, d'un agent, d'une exposition. Le risque, c'est le fait d'être exposé à cet agent, cette substance. On dit classiquement, on prend couramment l'exemple d'un lion. Imaginez-vous, vous êtes face à un lion qui a très faim. Si ce lion est dans un zoo à 5 mètres de vous, derrière une cage et dans une fosse, pour vous, si le danger est en face, il n'y a aucun risque. Maintenant, ce même lion à la même distance, mais sans grille, sans fosse entre vous et lui, dans le fin fond de la jungle, on comprend que ce danger est toujours le même, mais vous êtes maintenant non protégé de ce danger et le niveau de risque d'être extrêmement élevé. Là, oui, effectivement, il va falloir courir vite. Donc, cette notion de risque et de danger est intéressante parce qu'on peut avoir des produits très dangereux. Dans la mesure où on y est peu ou pas exposé, on aura un niveau de risque au final qui sera très très faible. Et à l'inverse, on peut avoir des produits peu dangereux auxquels nous sommes tous exposés avec des conséquences de santé publique qui peuvent être très élevées. Voilà, la taille de l'effectif est important à considérer dans ce genre de documents. En épidémiologie, on calcule toujours ce qu'on appelle un intervalle de confiance. On l'a vu tout à l'heure dans certains chiffres. En gros, tirons au hasard une centaine de personnes représentant une population de plusieurs dizaines de milliers d'individus, par exemple, et on va regarder la fréquence de la pathologie dans cette population. Si on trouve 4 cas, par exemple, dans cet effectif représentant une population, dans ces 100 cas représentant une population, on va calculer donc qu'on a un intervalle de confiance, parce qu'on est, bien évidemment, statistiquement, comme on est face à un échantillon d'une population, on sait que les chiffres sont des moyennes qu'il va falloir prendre en compte dans un écart maximum et minimum. Par exemple, ici, on va parler d'un intervalle de confiance qui va de 0 à 8. Ce qui revient à dire qu'on est en gros sûr que le résultat va être compris à 90% entre 0 et 8 cas. Ça fait un intervalle de confiance relativement élevé, on peut le comprendre. Imaginez-vous maintenant que ce n'est pas 100 personnes qu'on va tirer au hasard pour représenter la population de quelques dizaines de milliers de personnes, mais ici 1000 personnes. Si vous prenez 1000 personnes, vous allez compter le nombre de cas, par exemple ici 5,2. 5,2 cas calculés pour 100 personnes, ici on a 1000 personnes. Et quand vous avez un effectif qui est bien plus large, beaucoup plus de monde, l'intervalle de confiance va être bien plus réduit. On sera sûr à 95% que le résultat sera situé entre 3,8 et 6,4. On voit que cet intervalle de confiance est considérablement réduit. Donc ça veut dire que la validité de cette enquête est bien plus forte. Plus l'intervalle de confiance est réduit, plus l'estimation donc est précise. Ça, c'est quand l'échantillon est plus grand. Donc c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des échantillons représentatifs, mais des échantillons le plus large possible. On regarde par exemple des résultats d'études. L'évaluation des risques liés aux usines d'incinération, par exemple. On a évalué les expositions, on a aussi disposé d'un registre du cancer. On est ici du côté de l'Isère, près de Grenoble. Sur Grenoble, il y a notamment sur la partie, on a un petit point noir ici, qui est l'usine d'incinération de déchets, l'usine de la commune de la Tronche. Eh bien, cette usine d'incinération génère des pollutions, et quand on regarde comment se dispersent les polluants dans cet environnement géographique, qui est un peu particulier, parce qu'on est dans une zone
très encaissé. On est sur une vallée glaciaire à fond très très plat, mais on a des massifs montagneux. Vous avez à gauche, à l'ouest, le Vercors. Au sud-est, vous avez Beldon. Et au nord, vous avez les massifs de la Chartreuse. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'Y grenoblois, ça fait un Y, avec un niveau de confinement relativement élevé, donc un niveau de stagnation des polluants plus fort. On est dans un département qui dispose d'un registre départemental du cancer, et on a donc des données intéressantes de dispersion des polluants de cette industrie. Donc on peut regarder, par exemple ici, c'est ce qui a été fait par l'Institut national de veille sanitaire, devenu Santé publique France aujourd'hui, et on regarde les différents types de cancers apparus dans cette population. Vous voyez des cancers du foie, des lymphomes malano-hodgkiniens, et vous voyez le risque relatif, l'intervalle de confiance et si les experts ont considéré que le risque était significatif ou non. Et au final, l'excès de risque à sa base.